Bon, on va se laisser encore, il n'est pas tout à fait 16 heures, on va se laisser encore 1 ou 2 minutes. Voilà, nos intervenants sont là, ils sont prêts. Donc je les remercie déjà d'être en place avec nous et d'avoir nous avoir rejoints sur le Maid. Alors vous êtes en plus l'un et l'autre, les uns et les autres exposants dans le village emballage. Donc je vais vous présenter dans 2 minutes, ou peut-être commencer à vous présenter déjà. Donc Philippe Michon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant fondateur de la société Alternative Plastique. Oui, Je le disais que dont le stand est juste à côté. ouais, Société créée en 2006. c'est ça. Alors le nom en soi est déjà suffisamment explicite. Alternative Plastique, ça en dit long sur ce que vous faites et ce que vous proposez. Alors on va y revenir tout à l'heure. Et vous êtes aussi dirigeant et co-créateur d'une autre start-up qui s'appelle Eranova, qui est plus récente, qui est plus jeune. 2016. 2016, et on le verra aussi, qui propose des alternatives, là aussi, au plastique. On va avoir l'occasion, évidemment, d'y revenir au cours de cette table ronde. Gilles Tisserand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur marketing France et Benelux de Tetra Pak. Alors, Tetra Pak, c'est relativement connu comme entreprise. Je plaisante, non, il n'y a pas besoin de vous présenter beaucoup. Bon, le leader mondial de la brique alimentaire. Briques frais, produits frais et produits longue durée. C'est ça. Et je crois que l'usine que vous avez à Dijon en France, c'est un chiffre que vous m'avez donné, alors vous me corrigez si j'ai fait quelques erreurs en le notant, c'est 4 milliards de briques fabriquées par an. En effet, c'est ça, et qui permettent d'adresser à la fois les besoins du marché français et des pays aux alentours, hein. On a également une usine en France qui fait des bouchons à Châteaubriand, pas très loin, finalement, de l'autre côté de la France. Donc là, c'est des bouchons plastiques. En effet, mais on va en parler. On va en Plastique parler. d'origine fossile, plastique Voilà. d'origine végétale, il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment. Voilà. Absolument, parce qu'effectivement, nos sujets, ce sont les alternatives au plastique. Alors, évidemment, le plastique, on le sait, vit un procès depuis quelques années, et donc on va voir effectivement comment on peut le remplacer, moins le subir, parce qu'on ne peut pas forcément le remplacer dans tous les cas, et il n'est pas toujours coupable, si j'ose dire, si on tentait qu'on peut le collecter, le recycler, le biodégrader, parce qu'on peut biodégrader, c'est ce que je disais tout à l'heure en conclusion de la table ronde précédente, enfin de l'intervention précédente, pardon, on peut aussi biodégrader les plastiques d'origine fossile. Oui, absolument. Vous allez nous en parler. Oui, absolument. Voilà, voilà. Donc Oui, absolument. voilà, oui, absolument. Alors, il est l'heure, on va pouvoir démarrer. Donc, le titre de cette table ronde, donc de cet échange que je vais avoir le plaisir d'avoir donc avec Philippe Micheron et Gilles Tisserand, autant pour moi. C'est donc, voilà, vous le voyez, carton, plastique biosourcé et plastique d'origine fossile biodégradable, auquel j'aurais pu ajouter et compostable, dans un certain nombre de cas, des alternatives à la plastiphobie. Voilà, puisqu'effectivement, c'est un des sujets du moment. Alors, peut-être une première question. Avec la crise actuelle que nous traversons, une question qui s'adresse à vous deux, d'ailleurs, messieurs. C'est une question que j'ai déjà un peu posée à certains intervenants en conclusion de leurs interventions. Mais avec la crise Covid, on entend dire que les emballages et même les suremballages, notamment plastiques, ne sont pas si malvenus que ça, qui constituent des barrières, protection sanitaire, alors qu'il y a quelques mois, c'était encore la guerre, notamment au suremballage. Alors, est-ce qu'avec la crise qu'on traverse, les priorités ont changé, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut d'abord penser au sanitaire et que l'environnement, ce sera dans un second temps, ou finalement, non, ça n'a pas changé sur le fond, le diagnostic. Je sais pas. On commence peut-être avec vous, Philippe Micheron. Je pense que ça a échappé à personne. Déjà, l'industrie de la plasturgie a tort ou a raison un peu sauté sur le sujet en disant regardez, tout le monde tire sur le plastique et vous apercevez qu'effectivement, il est là pour faire son rôle, c'est-à-dire avant tout protéger. C'est une évidence. Aujourd'hui, l'emballage est là pour protéger. Dans la crise Covid, il a montré son efficacité et il a été utilisé à la fois pour faire des barrières de plexi sur des bureaux. Tous les masques que vous portez sont tous en polypropylène. C'est du plastique. Aujourd'hui, les visières, enfin j'en passe. Voilà, donc tous les polymères, y compris, ont été utilisés pour lutter contre le Covid. On traite aujourd'hui aussi, on en parlera après, ces matériaux pour leur donner des propriétés antibactériennes, antivirucides. Nous, on le fait. Donc, je pense que ça a
ça a remis un petit peu en perspective le rôle de l'emballage, mais sans oublier le fait que le suremballage ne doit pas être une chose, c'est quelque chose qu'on doit quand même éviter. Donc aujourd'hui, on s'est aperçu que le plastique était effectivement important, qu'il avait un rôle protecteur, mais ça ne doit pas empêcher les objectifs fondamentaux de réduction et de recyclage. Et il ne faut surtout pas, moi je n'étais pas tout à fait en accord avec les communications de la Fédération de la plasturgie, entre autres, sur justement, vous voyez, le plastique c'est génial, il ne faut pas trouver d'alternative. Donc ça ne doit pas être une excuse. D'accord. Ouais, du coup, moi, je rejoins Philippe dans le sens où cette crise, elle a permis de repositionner l'emballage dans un de ses rôles, qui est celui de la protection. Mais la protection ne va pas à l'encontre du développement durable. Et moi, ce que je vois avec nos clients, et quand on écoute les consommateurs, vos consommateurs, on voit que ces questions liées au développement durable, à cette notion de ce que doit être l'emballage, est toujours là et encore là. Au contraire, ça a accéléré. Pour moi, cette crise, globalement, d'ailleurs, on le voit au niveau de la consommation, même si on va voir comment ça va continuer, c'est la question de qu'est-ce qui est la juste consommation et qu'est-ce qui est finalement le juste emballage. Donc Philippe, vous avez mentionné cette question autour du suremballage. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin autant de poids? Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un renforcement quand même très fort de la connaissance des consommateurs de ce qui pense être en tout cas un emballage juste. Il est question de recyclabilité bien sûr, mais il est aussi question de respect de l'environnement et notamment de minimiser l'impact carbone. Et ça, je trouve que c'est un enjeu, et je suis ravi de le voir, hein. C'est un enjeu qui ressort autour de l'emballage, et c'est là où il y a pas mal de choses à faire, notamment dans le remplacement des matériaux d'origine fossile au sens large. Il n'y a pas que les plastiques qui viennent du fossile, mais je pense que c'est un des enjeux des années futures. Alors, vous parliez justement de la juste perception des emballages. En France, on recycle. Alors, je parle de plastique là maintenant uniquement. On recycle pas trop mal, mais on a vu tout à l'heure les chiffres cités par Philippe Dirksens d'Europen. La France est quand même, enfin, c'est correct, mais on est quand même à milieu de classement européen, milieu moins, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas formidable. Pourquoi? C'est parce que donc il y a un problème de collecte, hein, c'est ce qu'il disait. Il disait que la seule solution, finalement, pour une vraie collecte efficace du plastique, c'était la taxation ou le système de consigne. Pourquoi? Parce que c'est perçu par les consommateurs comme étant une corvée, quand même, le tri sélectif. C'est fatigant, c'est embêtant, c'est compliqué. En plus, c'est vrai que c'était quand même souvent très longtemps très compliqué. Tel plastique, mais pas tel autre. Déjà, il faut savoir quels sont les plastiques qu'on recycle. Vous avez eu les gens de chez Citeo qui vont expliquer qu'aujourd'hui, les plastiques, il y a une différence entre plastique recyclable et plastique recyclé. Oui. Je veux dire, c'est pas la même chose. En gros, quasiment tous les produits peuvent être potentiellement recyclables. Maintenant, est-ce qu'ils sont recyclés? La réponse est clairement non. Donc aujourd'hui, il y a des filières qui sont développées comme le PET, avec le RPET, parce que ça a été véhiculé par les fabricants d'eau. Et donc, ils ont mis en place des process de certification, entre autres contact alimentaire, qui sont extrêmement importants et extrêmement précis. Après, derrière, vous avez la filière PE et la filière PP. La filière polyéthylène, qui est celle que je connais bien, en fait, il y a des choses contradictoires qui ont été faites dans cette filière. Depuis des années, les industriels du polyéthylène, du film, sont contraints et essayent d'améliorer les performances de leurs machines pour diminuer de plus en plus les épaisseurs. Donc on a démarré avec des films qui faisaient 25 microns, 20 microns, 15 microns. On est capable aujourd'hui d'extruder des films de 7 microns. L'intérêt de la chose, c'est qu'entre un 25 microns et un 7 microns, vous consommez carrément 3,5 fois moins de matière. Donc on est sur un geste environnemental quand même fort. Et la filière des films s'est orientée dans cette voie-là. La problématique de descendre sur ces films très fins, c'est qu'en fait, le jour où on décide de les recycler, il faut beaucoup de films et beaucoup de matière pour accéder à... Pour créer une filière. Pour créer une filière et un ratio économique qui tient la route. Et lorsque vous extrudez les matières recyclées, il faut que les matières soient propres. Ça veut dire que vous allez consommer de l'eau, et vous allez être aussi freiné sur les épaisseurs. Aujourd'hui, un polyéthylène recyclé, 100% recyclé, on n'est pas en dessous de 25 microns.
c'est très difficile de descendre en dessous. Et il faut qu'il arrive à l'usine, en tout cas à un niveau de l'extrusion, avec en gros 2 à 3% de taux d'impureté. C'est très faible. Oui. Et à chaque fois que vous recyclez un polymère, vous perdez le contact alimentaire. Parce que vous n'avez pas de traçabilité. Et donc, ça limite les débouchés. Sans compter la multitude au niveau, nous, du consommateur, des plastiques. Je veux dire, vous avez une barquette. Si je vous dis que c'est du polystyrène, vous allez me dire polystyrène, polypropylène. Tout le monde s'en fout, en fait. Ce qu'on veut savoir, c'est... Où je la mets ? Dans quelle poubelle je dois la mettre ? La jaune Oui, la jaune. Et à Paris, elle est jaune, mais à Angoulême, alors peut-être qu'elle est verte, et à l'autre, elle est rouge. Donc déjà, l'homogénéisation des poubelles de tri, ça s'est fait il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc on a quand même sacrément complexifié le système, et il est clair qu'aujourd'hui, il y a des actions comme de Citeo pour vraiment essayer de clarifier tout ça, et donner des débouchés à la filière, et surtout et développer des filières comme le polyéthylène et le polypropylène. Ça passe par des accords avec la grande distribution, qui sont des gros consommateurs de films, par exemple, d'emballage, qui sont des emballages propres. On parle des films de palette, par exemple, des produits. Il est très difficile de recycler une barquette alimentaire. Je veux dire, elle est polluée, c'est compliqué. Donc, le recyclage n'est pas simple. Il faut qu'il ait un coût économique qui tienne la route. Aujourd'hui, on parle du recyclage chimique. C'est une nouvelle voie. Valentin Fournel en parlait tout à l'heure. Les limites du recyclage mécanique et donc le passage. Alors voilà, moi je parlais du recyclage mécanique qui était la tendance, oui. La tendance, parce que c'est facile entre guillemets. On prend une machine, on regranule et on réintègre 5, 10, 15%. Aujourd'hui, en fait, on travaille sur une dépolymérisation de la matière ou une transformation en monomère, et donc on parle de recyclage chimique. C'est un process en devenir. Aujourd'hui, ça consomme de l'énergie, plus que ça n'en produit. Donc le bilan environnemental, pour l'instant, il ne tient pas la route. Mais encore une fois, c'est une solution qu'on se doit d'envisager. Pardon, je ne vais pas monopoliser le truc. Alors, Gilles Tisserand, oui, même question. Donc, ce recyclage, il est compliqué, trop compliqué pour les consommateurs. Effectivement, il y a le problème de volume minimum pour créer une filière qui tienne la route. Et alors, vous, sur le carton, où est-ce qu'on en est du recyclage ? Je pense que Philippe, il a bien posé le débat. Il y a un premier enjeu qui est la collecte. Et là, on voit des vraies différences entre pays. Moi, j'ai la chance, l'opportunité dans mon travail au quotidien de travailler aussi en Belgique ou pour la Belgique et aux Pays-Bas. Typiquement, en Belgique, le taux de collecte de la brique, c'est 90%. Quand on regarde ce qui se passe en France, c'est plus ou moins une brique sur deux. Mais parce que c'est structurel et c'est la façon dont on envisage la collecte. Mais ça, c'est vrai, j'ai envie de dire, pour l'ensemble des matériaux à l'échelle française. Enjeu numéro 1 à la collecte, Citeo, c'est son travail et il y a une forte accélération aussi parce que l'Europe nous attend là-dessus et nous met des targets qui sont très hauts et on se doit d'accélérer. Le point numéro 2 que Philippe a mentionné, c'est la capacité réelle de recycler. La brique, comment on la recycle ? On la met dans un grand pulpeur, on met de l'eau et puis on va séparer d'un côté la fibre pour faire des jolis mouchoirs comme ça, par exemple. Et puis, vous récupérez la partie polyéthylène et aluminium quand il y a de l'aluminium dans les briques pour faire ce qu'on appelle du polyal qui peut être transformé en différents produits. Donc ça, c'est une filière qui est en train de se structurer assez fortement à l'échelle européenne, notamment en France. Donc ça, c'est en train de démarrer. Et naturellement, quand on parle de l'emballage, et surtout quand on est responsable de marque, on pense beaucoup à la fin de vie parce que le plus gros cauchemar qu'on a tous, c'est la pub Greenpeace, le plongeur avec la canette Coca-Cola dans l'eau. On ne veut pas avoir cette fin de vie-là. Ou le poisson qui étouffe avec des microplastiques. Exactement. Ça, donc c'est normal et c'est naturel de travailler sur cette fin de vie. Et toute l'industrie travaille là-dessus. Je ne vais pas revenir sur le débat sur le recyclage chimique, mais moi je veux étendre cette discussion de ce que doit être un emballage respectueux de l'environnement en parlant de son origine. Il est question d'éco-conception, donc s'assurer qu'en effet, les polymères qu'on utilise sont effectivement recyclés, ce qui n'est pas le cas de tous aujourd'hui. Il est aussi question de pouvoir, quand on peut, remplacer les matériaux d'origine fossile par des matériaux d'origine renouvelable. Pourquoi ? Parce que ça a un impact carbone qui est plus faible et parce qu'on va utiliser des ressources qui se renouvellent et concrètement qu'on ne va pas pomper dans la terre. Parce qu'il y a un sujet dont on parle finalement que très peu, c'est que dans quelques années, je ne sais pas exactement, mais le pétrole, il va en manquer et on va devoir faire des choix. C'est 2030-2040, je crois. On va devoir faire des choix. Est-ce qu'on va préférer rouler ? Ça dépend de la vitesse à laquelle on va puiser dans. Exactement. Donc cette question-là, elle est légitime de se la poser dès aujourd'hui, notamment parce qu'il y a des alternatives qui sont viables
pour trouver des solutions avec un impact environnemental qui est réduit. Et c'est vrai, des polymères d'origine végétale, d'origine renouvelable, des solutions qui utilisent des fibres, de la cellulose, du carton. Je pense que c'est des questions que tous les acteurs se posent aujourd'hui. Question numéro 1 qu'on nous pose, le prix. Question numéro 2, la disponibilité. Donc c'est autant de discussions très intéressantes qu'on a avec nos clients, mais aussi avec les consommateurs qui cherchent ces alternatives-là aujourd'hui. Alors, vous avez la parole, Gilles, et je vais vous demander de poursuivre. Donc, la brique carton, donc Tetra Pak est vraiment le leader mondial de la brique carton. Ce sont donc des matières végétales, la brique. Oui, vous allez nous expliquer. Alors, effectivement, il y a d'autres produits qui entrent, alors notamment pour les briques longue conservation, donc on va en parler évidemment. La brique carton, est-ce qu'elle a pris la place du plastique sur certains marchés, et si oui, lesquels, ou est-ce qu'elle est venue finalement conditionner des produits sur des nouveaux marchés, ou est-ce que vraiment elle a remplacé le plastique finalement déjà? Et combien de briques carton produisez-vous chez Tetra Pak par an? Alors on a dit 4 milliards pour la France. Ouais, alors si on revient très longtemps en arrière, Tetra Pak, c'est une entreprise qui a été fondée dans les années 50. Donc ça a plus ou moins 70 ans, 65 ans pour être précis. Avec un très fort développement qui a accompagné le développement de la grande distribution, aussi dans un contexte où on a dû produire des produits longue durée, notamment UHT. Donc le développement de l'entreprise et de la brique alimentaire, elle s'est faite dans ce contexte de développement fort de la grande distribution. Arrivent les années 80-90, où dans un besoin de différenciation, notamment marketing, on a des marques et des clients qui sont allés chercher de la différenciation, de la transparence, des formes différentes. Et c'est là où le plastique, qui était potentiellement moins cher, potentiellement avec des formes différentes, s'est développé très fortement. Donc quand on regarde le marché français, la brique qui a dominé très largement les marchés du lait et du jus dans les années 70-80, et aujourd'hui, sur le lait, c'est 50% de part de marché, et sur le jus, c'est même 40% en ce moment. Donc il y a une prise de pouvoir des emballages plastiques, parce qu'on était dans une phase... Ou du verre. Ou du verre, enfin, ouais, un peu moins. En réalité, jus, on en parle. Il y a du verre, voilà. le lait, moins maintenant. Ouais, exactement. Et ce que moi, je constate, et ce sont d'ailleurs les data marché, c'est que, et c'est vrai depuis 2 ans, notamment sur le marché des produits laitiers, on ne voit pas encore sur le marché du jus, même si c'est en train de changer, c'est une reprise de part de marché de la brique sur les marchés des produits laitiers, avec des lancements des grandes marques, mais aussi des MDD. Notamment sur le bio, sur les laits éthiques et responsables, puisqu'on a finalement un emballage qui va fitter, correspondre bien avec l'ADN des marques et de ce qu'attendent les consommateurs. Entre guillemets, plus simple, plus naturel, puisque je reviens à votre question initiale, c'est quoi une brique? Une brique, en moyenne, c'est 70% de carton. Voilà, j'allais y venir. Donc, quelle est la part de fibres végétales dans une brique? Donc, alors, on a 70% de carton. Là, c'est sur une brique longue conservation. Sur une brique longue conservation, exactement. Donc, votre lait que vous allez acheter, c'est écrit 6 mois quand vous achetez du lait. La réalité, c'est que si vous l'exportez, vous pouvez écrire 12. Donc, longue durée, 70% de carton. Vous avez des polymères qui vont permettre de protéger à la fois l'extérieur de la brique, mais aussi l'intérieur. Et pour les produits longue durée, sur la plupart des catégories, on a encore de l'aluminium. L'aluminium à l'intérieur? Exactement. Feuille d'aluminium, c'est pour justement pour la protection longue durée. Exactement. Et du plastique pour les bouchons. Et du plastique également pour les bouchons. Alors, le carton, c'est les arbres. On fait très attention. Et excusez-moi, vous avez un objectif 100% fibres végétales à un horizon quelconque pour les briques? Alors, c'est déjà une réalité sur les produits frais. Aujourd'hui, si vous achetez notamment du lait frais en brique, il existe, en tout cas chez Tetra Pak, des emballages qui sont 100% d'origine végétale, 100% d'origine renouvelable. Donc c'est un produit qui n'a pas besoin d'être conservé pendant très longtemps. Et vous pouvez en effet avoir un emballage qui a du carton, et les polymères, en fait, on va utiliser du polymère d'origine végétale issu de la canne à sucre, ce qui nous permet et qui permet aux marques d'avoir des allégations 100% d'origine renouvelable. Donc des produits bio, enfin des matières biosourcées là. En effet, biosourcées. C'est Philippe Michon qui va réagir, et pas bioplastique, hein. Oui. Allez-y. Ouais. Juste, je vous ai interrompu, excusez-moi Gilles. Biosourcé, oui. Aujourd'hui, il est clair qu'on essaye de décarboner les emballages. Biosourcé ne veut pas dire obligatoirement meilleur pour l'environnement. Je veux dire, à chaque fois, et c'est quelque chose aujourd'hui qui
Juste sur le mot biosourcé, bioplastique. Biosourcé, Après, aujourd'hui, on redonne la parole à Gilles que j'ai interrompu. Pardon, donc aujourd'hui, effectivement, la terminologie, c'est le produit doit être biosourcé. La terminologie bioplastique, chacun lui donne un sens différent. Européenne bioplastique dit c'est un produit compostable 100% base végétale. Les normes européennes aujourd'hui disent c'est un produit qui peut être soit biodégradable d'origine pétrolière, soit biodégradable et compostable d'origine végétale. Donc, Et puis, en fait, on parle de bioplastique, ça introduit une confusion avec bio. Oui, ça bio. Encore une fois, un bioplastique n'est pas forcément mieux pour l'environnement. Il peut être toxique, il va avoir une ACV qui est largement moins bonne que certains plastiques. Donc, on parle plutôt de plastique biosourcé en essayant au minimum de préciser le taux de biosourcé qu'on a dans la matière. Il n'y a pas de norme aujourd'hui. On peut avoir un produit biosourcé avec 3% de matière végétale. Les normes européennes aujourd'hui parlent de 20 à 25% pour être un seuil acceptable pour avoir une appellation biosourcée. Alors, merci pour ce point sémantique. Alors, Gilles, excusez-moi de vous avoir interrompu, je vous redonne la parole. Vous étiez en train de nous expliquer donc, les avancées donc, de Tetra Pak vers cette brique 100% végétale, avec la réduction donc, des matériaux encore non végétaux dans les briques. Ouais, et du coup, je vais juste revenir sur ce que Philippe vient de dire. L'enjeu, il est de décarboner l'emballage. Okay, parce qu'on se doit, en tant que société, de réduire notre impact carbone, limiter le réchauffement climatique. Et c'est un enjeu qui est très important. Ça passe par l'utilisation de matériaux qui peuvent être recyclés. En effet, c'est une façon de réduire son empreinte carbone. Et ça peut passer, et ça doit passer aussi par des alternatives d'origine végétale, bioplastique. On va en parler avec Philippe dans 2 minutes. Donc nous, on a une vision assez claire chez Tetra Pak qui est de dire que d'ici 2030, nos emballages, mais y compris les emballages longue durée, UHT, on veut qu'ils soient issus uniquement du monde de la fibre. Et on y va étape par étape, en fait. Donc ce remplacement des matériaux d'origine fossiles, les plastiques, d'abord, on est en train de les remplacer par des plastiques d'origine végétale. Pour l'instant, nous, on a un sourcing... C'est-à-dire amidon de maïs, amidon de pommes de terre, canne à sucre. Alors, nous, on a fait le choix aujourd'hui... nous, on a fait le choix... On a fait le choix aujourd'hui d'avoir un sourcing de polyéthylène, de PE. C'est aussi important parce qu'on ne voulait pas impacter la recyclabilité. On a un PE d'origine végétale issu de la canne à sucre avec notre partenaire Braskem qui est situé au Brésil. Donc techniquement, en fait, c'est avec de la canne à sucre, vous pouvez faire de l'éthanol. L'éthanol, vous pouvez faire ce que vous avez dans votre essence. Vous avez tous un certain pourcentage d'éthanol dans votre essence. Vous pouvez faire de l'alcool. Vos gels hydroalcooliques, ça vient de l'éthanol. Et vous pouvez faire du bio-PE, du PE d'origine végétale. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a remplacé nos plastiques, on est en train de remplacer nos plastiques d'origine fossile, du pétrole, par ce plastique d'origine végétale. Donc cette jolie brique d'eau que j'ai, c'est du carton, c'est du plastique d'origine végétale. Et il reste encore de la couche d'aluminium qui est notre prochaine étape, où ça, on cherche à la remplacer. C'est compliqué parce que dès que vous enlevez cette couche, qui est certes fossile, qui a un impact carbone qui n'est pas le plus fantastique possible, vous pouvez avoir un impact sur la qualité et la durée de vie de votre produit. Donc c'est tout un débat qu'on a avec nos clients de dire est-ce qu'on va vers plus de végétal, moins d'empreinte carbone, mais en réduisant la durée de vie de votre produit, ou alors est-ce qu'on reste sur les mêmes maximum, les mêmes fonctionnalités de protection, avec le maximum de renouvelabilité. Donc c'est autant de discussions qu'on a en cours avec nos clients, et je dois avouer qu'il y en a qui sont pour le 100% renouvelable, quitte à réduire la durée de vie, et puis il y en a d'autres qui nous disent moi je préfère pas, parce que derrière ça veut dire que si je réduis ma vie, je vais devoir être sur une chaîne froide, donc je vais devoir mettre des camions sur les routes, je vais devoir avoir des conséquences. C'est des enjeux qui sont intéressants. Et puis après on parlera aussi du prix, je reviendrai vers vous. Alors Philippe Michon, donc alternative plastique, donc vous proposez des alternatives au plastique. Alors il y a 2 types d'alternatives principales, je crois. Donc il y a d'abord vous allez en parler avec Eranova peut-être tout à l'heure, des plastiques biosourcés. Vous allez nous expliquer à partir d'algues d'échouage. Ça, c'est une première chose sur une technologie nouvelle et brevetée. Et la seconde, c'est que vous dites que tous les plastiques ne sont pas mauvais en soi, y compris les plastiques fossiles, à condition qu'on les collecte et qu'on accélère leur biodégradabilité. Et donc là aussi, il y a une technologie et une solution dont vous allez nous parler peut-être tout de suite. En fait, il faut revenir sur quelle est la problématique de base du plastique. Je veux dire, la problématique de base du plastique, pour moi, ce n'est pas son origine.
Aujourd'hui, on utilise dans l'emballage, alors comme on utilise moins de pétrole, le pourcentage de plastique, enfin de pétrole pour le plastique est plus haut, donc on est aux alentours de 5%. On utilise un dérivé du pétrole qui est le naphta, qui est un produit fatal. Donc dès qu'on extrait un baril, on extrait du kérosène, de l'essence, du super, du gasoil, et on extrait un produit qui est un produit utilisé dans la cosmétique, entre autres, qui est le naphta. C'est ce naphta qui est un produit fatal qu'on utilise pour faire du plastique. Donc dire aujourd'hui, en fait, demain, on va plus. Moi, j'ai 62 ans, ça fait 20 ans qu'on me dit, 30 ans qu'on me dit, on n'a plus de pétrole dans 10 ans, quoi. Bon, on en trouve tout le temps. On peut faire aussi du plastique à partir de gaz. Aux États-Unis, 40% des plastiques sont faits à partir de gaz. D'accord. Donc, c'est pas forcément la source. Donc, l'origine de la matière, c'est très bien de la décarboner pour trouver des solutions alternatives qui vont être complémentaires. Ouais. Entièrement d'accord. Mais à la base, c'est pas ça son problème du plastique. C'est pas l'origine de la matière. C'est sa problématique de persistance dans l'environnement. À partir du moment où on collecte un plastique, un plastique qui tombe dans l'environnement comme ça, c'est sa dégradation, c'est en combien de temps? Par des voies naturelles? En gros, alors tout le monde parle ça dépend des conditions, vous allez me répondre. Ouais. Non, mais on a toujours parlé de 400 ans, de 1000 ans. Bon, ça, c'est les journalistes spécialisés scientifiques qui disent ça. C'est une vaste connerie. Bon. En gros, ça met 15, 20 ans. Je veux dire, quand vous avez... vous achetez bouteille d'eau. Alors, bouteille d'eau, c'est le PET, c'est un peu différent. Ça dure un peu plus longtemps. Mais je parle de polyéthylène ou polypropylène. Vous achetez votre table de jardin, au bout de 15 ans, elle se casse en morceaux, quoi. Bon, c'est une oxydation naturelle de la matière, quoi. Donc, elle va se dégrader et il va se passer un certain nombre de choses. Donc, l'objectif, en fait, le plastique à la base, c'est... Et quand je parle plastique, encore une fois, là, moi, je me concentre sur 2 types de plastique. C'est le polyéthylène et le polypropylène. Polystyrène, PET... Tout ça sont des structures moléculaires qui sont différentes. Nous, ce qu'on sait faire, la technologie existe depuis 40 ans, elle est hyper discutée, c'est dégrader et biodégrader un plastique d'origine pétrole. PE ou PP. Voilà, qu'on soit bien d'accord. PE ou PP. Point final, voilà. Pas PET. Aujourd'hui, il y a deux choses qui sont... Comment s'appelle cette techno? Je vous en parle après. Bon. Il y a 2 choses qui existent, 2 processus aujourd'hui pour dégrader et biodégrader la matière. Vous avez les produits biosourcés compostables, c'est dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Leur biodégradation, elle se passe par une phase initiale qui est l'hydrolyse. Il faut que le produit soit dans un environnement humide, chaud, dans certains cas. Alors, en industriel, 58 degrés. C'est le compostage industriel. C'est le compostage industriel. Donc, il faut des quantités d'humidité validées, un pH... Aucun consommateur n'a chez lui évidemment ces conditions. Ça, c'est de l'industriel, encore une fois. Ça, c'est on est d'accord. Donc, en industriel, c'est 58 degrés minimum, c'est la norme EN 13432. Donc, le processus de dégradation de ces matériaux, pardon, je repars à zéro, c'est donc l'hydrolyse. Il faut une quantité d'humidité particulière, un pH, le produit s'hydrolyse, se dégrade, il est ensuite attaqué par les micro-organismes. Ça s'appelle l'hydrobiodégradation. C'est ce qui se passe dans tous les produits compostables. En mode industriel, le minimum de température, c'est 58 degrés. En home compost, en compostage domestique, la nouvelle norme ACT 51808, c'est minimum 25 degrés. D'accord ? On voit que vous bossez au bureau de normalisation. Donc, c'est une phase d'hydrolyse. Ça, c'est sur certains types de produits. Et puis, de l'autre côté, vous avez d'autres produits qui peuvent se dégrader autrement et qui se dégradent par oxydation. Et donc là, c'est un process oxydation, c'est-à-dire les UV, la chaleur, qui vont déclencher l'attaque des additifs et des stabilisations de la matière, qui vont casser la structure moléculaire, carbone-hydrogène. On arrive à des masses moléculaires très faibles. On crée des oligomères qui sont solubles dans l'eau et le produit devient biodégradable. Et là, on parle de plastique d'origine fossile. D'origine fossile. On parle d'oxo et de biodégradation. Donc oxo-biodégradation. Voilà. D'un côté, vous avez l'hydrobiodégradation, ça, c'est le produit compostage, hydrolyse. Et de l'autre côté, oxydation, dégradation, donc fragmentation dans un premier temps, mais c'est fragmentation dans les 2 cas.
Et ensuite, on crée des nouveaux types de composés qui sont plus du plastique et qui sont absorbables par les micro-organismes. D'accord. Les deux process... Et qui ne vont pas se perdre dans la nature, dans les océans, etc., se fragmenter, constituer des microplastiques dont c'est la terreur de nos jours, enfin à juste titre. Bien sûr, d'ailleurs, bien mais sûr. voilà. Donc, on est bien d'accord. À partir du moment où on a une terminologie qui dit biodégradation, ça veut dire que vous êtes capable de prouver que des micro-organismes Peuvent les sont absorber. capables d'absorber cette matière, de la dégrader soit en méthane, c'est ce que fait un produit compostable de temps en temps, ou en CO2, en eau et en biomasse. Alors, ma question est la suivante. Voilà, je pense que vous avez bien posé le problème. Cette technologie dont vous parlez, pourquoi est-ce qu'on n'en entend peut-être pas plus parler? Et est-ce qu'il y a des pays déjà qui l'ont adopté? Si on en entend beaucoup parler en mal, où on a assimilé, où on parle beaucoup d'oxodégradation. Donc à un moment on dit il y a les oxos, l'Europe a pris la France. Moi j'ai participé aux travaux en France, j'ai participé aux travaux au niveau de l'Europe, où sont interdits les oxos dégradables. Un oxo dégradable, c'est un produit qui est dégradable, mais qui n'est ni compostable ni biodégradable. Ça veut dire que typiquement on va créer des fragments de plastique. Et là-dessus on est d'accord, niet. En revanche, on est capable aujourd'hui donc de travailler sur des éléments. L'Ifremer, l'expédition Tara, a publié des travaux. Oui, c'était un bateau qui. Ouais, Tara, c'est le bateau relevé, qui récupère. Donc, il y a des équipes de microbiologistes. Et il y a un programme qui a été lancé en 2016, qui est un programme ANR par l'Agence nationale de recherche, financé par le gouvernement, et donc qui a travaillé sur la dégradation et la biodégradation en milieu abiotique, c'est-à-dire en milieu marin, pour montrer la dégradation, la biodégradation et la non-toxicité de ces produits sur des animaux vivants. Il y a un document qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est un programme Oxomar, c'est fait par Banyuls, par M. Giglione, par le CNRS, par l'Ifremer, il y a une quinzaine de chercheurs. Et alors, donc, cette technologie donc, qui fait visiblement débat, bien sûr. est-ce que néanmoins, il y a déjà des pays qui l'ont adopté? Et pourquoi est-ce par exemple en France, ça n'a pas l'air d'être le cas, semble-t-il, on ne la développe pas davantage, puisque ça a l'air d'être quand même très prometteur. Rapidement. Rapidement, je vais essayer. Elle est adoptée dans à peu près une douzaine de pays du monde. Lesquels? Il y a l'Arabie Saoudite, le Pakistan, pas mal de pays africains, principalement des pays qui ont des problématiques de collecte, des problématiques de recyclage. Et là, on met des additifs très particuliers qui permettent de dégrader la matière entre 3 et 6 mois. Parce que les gens, en fait, il n'y a pas de... Au lieu de 25 à 30 ans. Voilà, au lieu de 25 à 30 ans. Donc, on essaye d'aller le plus vite possible parce que c'est de la consommation, j'utilise, je jette. Il n'y a pas de déchetterie où elles sont à ciel ouvert. Ça part dans l'environnement. Donc, l'oxobiodégradation, ce n'est pas une technologie, c'est une sorte d'assurance en cas d'abandon sauvage. Oui, c'est ça l'idée. Je veux dire, un airbag... C'est une vraie problématique, mais y compris dans nos pays développés. Oui, on a un peu de mal à le comprendre. En France, si vous dites on a un produit qui va se biodégrader dans l'environnement, la plupart des autorités vont vous dire « Ah oui, mais s'il se biodégrade, vous allez déresponsabiliser le consommateur et il va tout jeter dans l'environnement. » Bon, c'est un peu prendre les gens pour... peut-être qu'on a raison, peut-être qu'on a... Voilà, moi je pense que, je veux dire, on apprend à nos enfants de ne pas acheter les pots de banane alors que c'est biodégradable, le papier non plus, les briques non plus, enfin voilà. Et alors juste, la France, et après je voudrais repasser la parole à Gilles Tisserand, la France, l'oxobiodégradation. Non, la France, on a lancé un certain nombre de gammes et l'emballe a lancé toute une gamme de sacs poubelles qui étaient basés en oxobiodégradable. Ils ont arrêté, ils ont préféré un produit aujourd'hui 100% recyclé. Mais bon, pendant 3 ans, il y a eu des volumes très importants. Il faut savoir qu'un produit oxobiodégradable reste recyclable parce que c'est un produit qui est 100% fossile. Les additifs sont inhibés par des antioxydants. Je suis un peu technique sur le sujet, oui, mais c'est assez important. Un petit peu, mais j'espère que tout le monde suit. C'est assez important d'arrêter la globalité et le dogmatisme, quoi. Alors, si je vous suis juste pour conclure, l'oxobiodégradation est en concurrence un peu avec le recyclage. Non, pourquoi elle devrait... C'est parce qu'on favorise le recyclage qu'on laisse un peu de côté ou parce qu'on ne veut pas déresponsabiliser les consommateurs et qu'ils ne jettent pas leur plastique dans la nature. Je veux dire c'est ça les raisons qui font que... Oui, c'est un peu ça, mais à partir du moment où on recycle un produit, ça veut dire qu'on a été capable de le collecter. Oui. Si vous n'avez pas été capable de le collecter, il ne sera jamais recyclé, donc autant le biodégrader. Si vous compostez un produit, c'est que vous l'avez mis dans votre compost au fond de votre jardin, vous l'avez donné dans une filière. S'il n'est pas composté dans les 3 mois, 6 mois, 1 an, à ce moment-là, qu'il se biodégrade dans l'environnement. Ça veut dire qu'il n'est pas là où il devrait être.
Merci pour ce point. Gilles, je reviens à vous. Donc, cette marche en avant de Tetra Pak donc pour aller vers une brique 100% d'origine de fibres végétales à l'horizon, je crois que vous avez dit 2030, quand vous aurez trouvé toutes les solutions à toutes les problématiques techniques qui peuvent se poser. Notamment, on parlait de l'aluminium tout à l'heure, sans perdre sur la DLC ou en acceptant de la diminuer, mais bon, voilà. Il y a aussi, j'imagine, des contraintes de coût derrière tout ça. Avoir une fibre 100% végétale, est-ce que ça coûte plus cher que les solutions actuelles? Et si oui, combien? Du coup, se pose la question de la maturité des filières. Donc, encore une fois, une brique, c'est 70% de carton. Cette filière, elle existe depuis des années. L'ensemble des acteurs de la brique qui font partie d'Alliance Carton Nature, ACN, utilisent des matériaux FSC qui garantissent finalement la bonne gestion des forêts. Donc quand on parle de renouvelabilité, c'est s'assurer que quand on prend un arbre, on s'assure qu'il va bien être replanté pour pouvoir reproduire. Donc c'est des forêts derrière. FSC. Donc les forêts FSC, ça existe depuis des années. Je l'ai mentionné, nous on est en train de remplacer nos polymères d'origine fossile par des polymères d'origine végétale, canne à sucre avec Braskem pour plusieurs raisons. Point numéro 1, réduction carbone qui est certifiée par une entité externe qui s'appelle le Carbon Trust. Donc on a les ACV qui montrent que c'est bénéfique pour l'environnement parce qu'on a un impact carbone qui est plus faible. Point numéro 2, on a du volume qui permettent d'adresser les centaines de milliards d'emballages qui sont emballés de produits qui sont emballés en emballage Tetra Pak à l'échelle mondiale. Donc il est question d'avoir du volume et ça on est capable de le trouver avec aujourd'hui notre partenaire Braskem, mais on travaille à construire une filière européenne pour avoir quelque chose de plus proche, en tout cas de nous, nos pays européens. Sur la question du coût, c'est finalement un principe économique tout simple entre demande et offre. Ça, c'est le coût. Et puis, il y a la question du prix. Tetra Pak, l'environnement, c'est dans son ADN depuis toujours. On a annoncé il y a maintenant 2 mois qu'on allait être dans nos opérations neutres en carbone, non pas en rachetant des crédits, mais en travaillant vraiment sur l'offre, la façon dont on produit, ce qu'on met sur le marché. Oui. Donc on se doit de travailler ça et on pousse en effet pour offrir à nos clients et aux consommateurs finaux la possibilité d'avoir à des prix compétitifs sur le marché des emballages avec une empreinte carbone plus faible. Donc c'est un choix stratégique aussi parce que avec une entreprise qui fait de l'emballage et d'autres choses en amont et en aval dans l'agroalimentaire, on a une responsabilité sociétale qu'on prend à bras-le-corps et on fait en sorte de rendre ces solutions compétitives. Et vous disiez, là, avec votre partenaire pour la canne à sucre, pour des plastiques biosourcés, aussi une question qui est souvent posée, c'est est-ce que finalement on plante de la canne à sucre très bien, mais il y a aussi les amidons de maïs, etc. Mais est-ce qu'on ne défriche pas des terres, où on supprime des terres de production agricole pour justement, où on défriche effectivement des forêts pour planter de la canne à sucre pour justement faire ces plastiques biosourcés. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous avez, j'imagine, des audits, des procédures de contrôle, etc. pour vous assurer que ça n'est pas le cas? Oui, exactement. Cette question, elle est très légitime et on se l'est naturellement posée quand on a choisi nos partenaires. Il y a plusieurs acteurs dans le monde qui font du PE d'origine végétale avec différents ingrédients, et ça peut être aussi les algues qui sont quelque chose qu'on regarde, mais après il est question encore une fois de capacité à produire à l'échelle. Donc avec Braskem, on a fait ce choix de ce partenaire-là puisqu'il est certifié d'une part bonne sucro. Si je veux aller très vite, c'est le FSC de la canne à sucre, donc c'est s'assurer que c'est bien, le label qui garantit, bien géré. Et après, je l'ai un peu mentionné, en fait, on a une mauvaise connaissance ou conception de ce qu'est l'industrie sucrière en général. En fait, les gens qui font de la betterave et qui font de la canne à sucre, en fait, ces gens-là, ils font de l'éthanol, mais depuis des années. Ils vivent d'ailleurs beaucoup grâce à ça. Donc, typiquement, au Brésil, plus de 50% de la canne à sucre est utilisée pour faire de l'éthanol. Et c'est moins de 0,1% de l'éthanol qui est utilisé pour faire du bio-PE. Donc ça, c'est un point numéro 1. Finalement, quand on extrapole sur le nombre d'emballages qu'on fait grâce à ça, il n'y a pas d'impact réel. Et la réalité est aussi que, et c'est certifié par Bonsucro, que la canne à sucre n'est pas est cultivée, en tout cas dans les zones qui sont proches de l'Amazonie d'une part, et qui sont en concurrence avec d'autres céréales. Donc on fait très attention à ça. Je l'ai mentionné, on veut également construire une filière européenne avec toujours cet enjeu de la capacité à produire de l'échelle. Je fais juste un point sur cette industrie du sucre. Pendant cette crise Covid, on a tous dû
voulu produire du gel hydroalcoolique. Nos usines sucrières en France, elles ont très bien tourné. Maintenant, ça tourne un peu moins. L'usine de Tsoury en France, elle ferme. Et il y a peut-être des opportunités justement en France pour construire des filières autour de l'éthanol pour faire du bioplastique. Moi, je rêve maintenant. Je rêve maintenant, et si on se projette, d'avoir d'autres sources que de la canne à sucre, d'autres sources que de la betterave. Et demain, pourquoi pas regarder de l'algue, pourquoi pas regarder du déchet, pourquoi pas regarder de la fibre de bois, qui sont autant de matériaux qui permettent de faire des polymères. Et Philippe l'a mentionné, ce qui est important, c'est de prendre du recul et regarder la CV, l'analyse de cycle de vie. Est-ce que ce matériau-là, il a un impact carbone plus faible que son alternative actuelle, fossile ou pas? C'est ces questions-là qu'il faut se poser, et c'est là tout l'enjeu des certifications. Donc pour moi, si je veux juste dire, c'est que l'enjeu, c'est vraiment un emballage qui est bas carbone, et ça c'est très important. Il faut décarboner notre industrie, et ça passe par l'emballage. Et c'est là où il faut regarder dans le détail le choix des matériaux que vous utilisez. D'accord, donc l'analyse du cycle de vie toujours du matériau pour être sûr de ne pas... Alors, Philippe Michon, autre alternative au plastique, donc chez Alternative Plastique, alors là c'est Eranova, société dont on a parlé tout à l'heure, donc produire des plastiques biosourcés à partir d'algues, j'insiste, d'algues d'échouage. Absolument. Donc, ces algues qui sentent mauvais et qui polluent nos plages. Voilà. Donc, à la fois, vous faites des plastiques biosourcés et en même temps, vous débarrassez les plages d'algues qui sentent mauvais, qui produisent du sulfure d'hydrogène et qui sont très mauvaises pour le tourisme. Donc, expliquez-nous ce miracle. En fait, c'était l'enjeu d'Eranova. On est deux associés. Un qui s'appelle Philippe Lavoisier, qui est chimiste, ça ne vante pas trop, quoi. Non, effectivement. Voilà. Et donc, on s'est dit, on va travailler sur des produits biosourcés, mais avec un impératif, ne pas travailler sur des cultures agricoles, ne pas être en compétition avec l'agriculture. Les enjeux de demain, c'est nourrir 8 milliards de personnes en 2050, c'est l'eau. Bien sûr. L'eau. Et donc, il faut travailler sur des solutions biosourcées, mais qui soient capables d'apporter quelque chose. Et donc, quoi de mieux que d'essayer d'utiliser un polluant, c'est même plus qu'un déchet, c'est un polluant, pour faire ce qu'on appelle, et je pense qu'on donne un vrai sens au mot upcycling. Donc on donne à partir d'un polluant une valeur ajoutée en créant un produit de valeur, un produit d'emballage. Donc Eranova a été créé en 2016. On a été soutenu et on a présenté notre dossier à l'ADEME, qui nous a donc qui nous a mis lauréat du programme d'investissement d'avenir. Donc PIA, programme d'investissement d'avenir. Et donc l'impératif de ce programme d'investissement d'avenir, c'est de respecter un certain nombre de critères. L'ADEME nous a dit, vous ne mettez pas sur des terres agricoles, vous avez une ACV positive et vous rentrez sur un coût économique qui va être en accord avec ce que le monde de l'emballage peut faire, et vous restez recyclable. Et vous avez réussi à cocher toutes les cases? On en a coché pas mal, parce qu'à chaque fois que vous cochez une case, ils vous donnent de l'argent. Donc, donc ça incite ça aide, quoi. Ouais. C'est un peu comme tout, quoi. Ça encourage. Ça encourage. Donc globalement, en fait, on utilise en fait les algues qui sont échouées sur les plages. On a des accords avec les municipalités. Il y a un organisme dans le sud. On est basé à Marseille. On a une première installation qui est à Palavas-les-Flots. Une deuxième installation qui est en cours de construction à Marseille, pour laquelle on lève 6 millions d'euros. On a autour de table des industriels, et on a un projet de 50 hectares qui va démarrer fin 2021 pour une production de 40 000 tonnes. Il faut savoir que donc on collecte. Voilà, alors allez-y. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces algues? Qu'est-ce qu'on arrive à faire techniquement aujourd'hui? Où on en est des process? Qu'est-ce qu'on arrive à faire concrètement en termes de plastique? Techniquement, déjà de ces algues, au niveau du process, donc on les récupère, on les met dans des bassins qui sont dans des bassins connectés à la mer. Donc on n'utilise pas d'eau douce, des choses comme ça. On modifie leur métabolisme, on les enrichit en amidon. Et donc on va extraire cet amidon par un process qui est breveté. Et donc on va obtenir une formulation qui va nous permettre d'obtenir un polymère qui va être sans odeur et sans couleur. Comme vous avez dit, ça sent, c'est vert. Là, en fait, on arrive à avoir un produit qui est quasiment translucide. Pardon. Oui, voilà, la découpe n'est pas terrible parce qu'à chaque fois on en prend un petit bout. Ça ne sent pas franchement le poisson. C'est pas parce que j'ai perdu l'odorat que je suis porteur Covid. Ah ouais, vous avez perdu l'odorat déjà? Vous êtes pas, c'est pas bon ça. Non, ok, très bien. Donc on obtient une matière. Cette matière-là contient 50% de matière biosourcée. Elle est mixée avec un PE. Donc on est sur un produit multicouche là. Donc on a une couche centrale en base amidon d'algues, couche extérieure en polypro, c'est un BOPP, c'est un produit cast.
qui est Contact Alimentaire, qui conserve une recyclabilité parce qu'en fait, on rend compatible les amidons avec les PE ou les PP. Et donc, notre objectif, il est d'apporter... donc, on participe à une décarbonation en fait, des polymères, mais encore une fois, en utilisant une ressource qui est un déchet. Donc, on est sur un vrai cercle vertueux. Et on arrive à faire des plastiques solides, parce que là, on est sur du film. Ouais. On peut injecter et... Ouais. Voilà. Ça, par exemple, voilà... alors, j'en ai une toute verte. On peut travailler... Alors, on valorise 100% de l'algue. Là, on a intégré on a extrait la partie amidon, ce qui fait qu'elle est blanche. Enfin, il est blanc plutôt, c'est un mâle. On peut utiliser les fibres, donc on travaille sur des composites. Sur le stand, on a fait un verre où on a micronisé. Ça veut dire qu'on a réduit l'algue, on l'a asséché, on l'a réduit à des particules de l'ordre de 5-6 microns. Et donc, en fait, on va intégrer... Là, il va être plus comme une charge. Alors que là, en fait, on est tout seul. Encore une fois, comme on est breveté, on est seul aujourd'hui. Microniser et intégrer comme charge, ça a déjà été fait. Il y a une boîte en France qui s'appelle Algopac qui a fait ça en Bretagne. Ah oui. Mais faire du flexible, translucide, on est les seuls à le faire. D'accord. Bon, super. Et vous avez déjà des perspectives de marché ou pour l'instant c'est trop tôt, sachant que, comme vous l'expliquez, vous êtes en phase de développement des bassins de collecte et de développement. d'enrichissement. Aujourd'hui, on est capable de produire quelques centaines de tonnes. On est installé sur Palavas, sur les sites de l'Ifremer. Mi-2020, on sera capable de produire un peu plus, peut-être 1 millier de tonnes à peu près. Il faut savoir qu'on utilise les algues d'échouage, mais en fait, les algues, lorsqu'elles sont dans les bassins, se reproduisent. Et on a un rendement à l'hectare qui est 4 fois plus que les cultures terrestres. On est 20 fois plus productif que les cultures terrestres et on produit 4 fois plus de bioplastique, plastique biosourcé à l'hectare. Attention. Je peux le faire aussi. 4 fois plus. Donc on a des rendements qui sont largement plus importants que le terrestre. Et Ranova, en fait, a été présenté, donc on est soutenu par la région PACA, parce qu'en plus, on s'installe sur des terrains qui sont en friche industrielle, donc on réhabilite des friches industrielles sur les temps de berre, et donc on a le soutien de la municipalité, de Renaud-Muselier et de la région PACA, et de la BPI. Super, origine France. Hein. Et 100% France aujourd'hui. Bon, super. Bon, bah écoutez, messieurs, je vous remercie. On vous applaudit pour ces présentations et ces informations. Et vous avez sans doute des questions pour nos intervenants parce qu'on a vu beaucoup de choses. Voilà, donc c'est à vous. Je vais m'approcher de vous si vous avez des questions et je vais les relayer puisqu'on n'a pas le droit de passer de micro. Voilà, donc Fabrice, mais vas-y, pose ta question et moi je la relayerai. Plastique biosourcé. Hein. Non. Alors, c'est une question sur les normes posées par Fabrice Pelletier. Normes ISO. Ce que vous déclarer plastique biosourcé. Non. Ce que vous nommez là, en fait, c'est ce qui a été défini dans la loi de transition énergétique pour la transition sur les sacs fruits et légumes. Sur la loi de transition énergétique. Ah. La loi de transition énergétique qui a été votée en 2000, on est quoi là, 20 ? On est 2020. Ouais. Norme 16 620. Il faut que je vois laquelle c'est, si c'est pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de. Oui, non, il y a une norme peut-être pour mesurer la quantité de biosourcé. Mais il faut que je vérifie. La quantité... Pour se déclarer. Enfin, la question de Fabrice, c'était pour avoir le droit de se déclarer plastique biosourcé. On va voir, on le regardera, mais non. Bon, point à éclaircir. Mais ce que vous nommez aujourd'hui, c'est la loi de transition énergétique pour les sacs fruits et légumes. Bon, ok. Bon, il y a débat. Alors, vous aurez la réponse. On va élucider ce point. Oui. Gilles. Moi, je n'ai pas la réponse à ces questions de normes, à fortiori uniquement sur le marché français, technique, mais on s'est posé la question chez Tetra Pak, notamment avec cette idée de qu'est-ce qu'une marque peut dire.
Ok. Quand on rentre dans les questions techniques, il y a le sourcing mass balance. On va pouvoir mélanger différents matériaux ensemble. Et la différence avec le sourcing ségrégué, qui est en gros, vous n'avez uniquement que du matériau d'origine végétale. Je ne dirais pas qu'on a fait ce choix du second. C'est aussi pour ça qu'on on est parti travailler avec Brascam, parce que derrière, ça ouvre en effet des allégations auprès de vos consommateurs qui sont véridiques. Hein. La brique que vous avez, et là, quand on fait une datation carbone 40, ça vous dit que c'est du plastique d'origine végétale. Donc ça, c'est aussi un point qui reste quand même important. Le consommateur, il peut être naturellement perdu, le chef de marque aussi, enfin tout le monde est perdu quand on parle d'emballage renouvelable. Il est important de s'asseoir, de prendre du temps, d'avoir des certifications. C'est aussi la raison pour laquelle nous, on a fait ce choix-là, justement pour faciliter cette discussion, aussi pour le consommateur final. Oui, parce que c'est vrai qu'on est vite perdu. Autre question, peut-être. Alors, Fabrice Pelletier dit il y a bien une norme, et il dégaine son mobile. Alors, bon. Méthode de calcul. Alors, la norme spécifie la méthode de calcul. Et pas le taux, semble-t-il. Voilà. Mais, oui, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Définir comment on définit, c'est ce que je vous disais. C'est la méthodo. La méthodologie pour définir la quantité de biosourcés, mais ça n'implique pas que la dénomination biosourcée implique que vous ayez X%. Soit conditionné à un pourcentage. Absolument pas. Bon. Alors, apparemment, c'est une méthodologie. Alors, il y a débat. Il y a débat et pas un taux. Spécifie une méthode de calcul mesurée. On utilise du carbone 14, tout à fait, pour mesurer la quantité de produits renouvelables au sein d'un polymère. Donc, c'est une méthodologie pour mesurer la quantité de biosourcés à partir de carbone 14. Mais encore une fois, vous pourrez continuer à en débattre après tous les deux si vous le souhaitez. Enfin, bien que Fabrice ait une intervention après. Oui, il y a une autre question. Oui. Alors, je vous écoute. En CO2. Alors, question sur les nanoparticules. Vous avez parlé de l'oxobiodégradabilité et vous avez dit qu'une fois que c'est absorbé par les micro-organismes, ça se transforme, si j'ai bien suivi, en méthane ou en CO2. Alors, la question de Alix est, y a-t-il des nanoparticules ? Non, à partir du moment... Reste-t-il des nanoparticules ? Non, à partir du moment où vous prouvez qu'un produit est biodégradable, en fait, vous ne créez pas de nanoparticules. Il y a des notions essentielles. Il y a la biodégradation et il y a la toxicité. Je crois qu'il faut bien différencier deux choses. Un produit peut être biodégradé, ça veut dire qu'il est converti en CO2 ou en méthane et absorbé par les micro-organismes. Ça, c'est un élément important. Et puis la deuxième chose derrière, qui est aussi importante pour moi, c'est la toxicité. Donc il faut s'assurer que le produit, lorsqu'il se biodégrade, n'a pas d'influence sur les organismes vivants, les végétaux, supérieurs ou inférieurs au niveau des normes. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de normes qui sont pour moi un petit peu restrictives, pas assez étendues. Elles ont toutes été créées dans les années 98-99. La 13432, c'est 1999. Et donc aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et donc dans les programmes qu'on a définis, nous, au niveau des oxobiodégradables, justement, avec les gens de l'équipe TARA, de l'IFREMER et du CNRS, on a été beaucoup plus loin dans les tests d'écotoxicité. Enfin, moi, j'ai rien fait. Ils ont été beaucoup plus loin. Aujourd'hui, la EN 13432, un produit compostable, pour tester l'écotoxicité, vous le testez sur le cresson ou l'orge d'été ou le ver de terre. Là, on a été beaucoup plus loin que ça. Ça a été traité sur le bar, les huîtres, les moules, plein de trucs que je ne connais même pas parce que c'est des microbiologistes du milieu marin. Et je vous invite à leur parler et les contacter si vous avez des questions sur ce sujet-là. Donc l'idée étant de ne pas descendre du micro-organisme de la microparticule à la nanoparticule, mais voilà. Non, il faut d'éliminer complètement la toxicité. Okay. Et de créer une biomasse, en fait. La biodégradation, le but du jeu, comme un compost, c'est de créer une biomasse et cette biomasse va enrichir les sols. Quand vous avez une feuille d'arbre qui tombe, elle se biodégrade en plusieurs mois, elle crée de l'humus et c'est ça qui enrichit les sols. Et la biodégradation, si ce n'est que de la conversion au CO2, ça n'a aucun intérêt. Il faut aussi créer ça élimine une masse les carbone, microparticules quand même, néanmoins. Ça élimine les microparticules, les microplastiques. La biodégradation, c'est du CO2. Hein. C'est une émission de CO2, c'est un gaz à effet de serre. Alors je ne sais pas ce qui est le plus nuisible, si c'est le CO2 ou les microplastiques dans les océans. Non, il faut créer une biomasse. C'est un débat effectivement à avoir. Alors y a-t-il une autre question pour Gilles ou pour Philippe sur un sujet, on l'a vu, quand même très technique, mais avec des perspectives quand même très prometteuses.
Et puis des avancées réelles, hein, on l'a vu aussi avec Tetra Pak. Vous avez des questions? Non? Tout est clair? Voilà, alors je pense que nos intervenants sont évidemment qui se trouvent sur le village de l'emballage juste à côté l'un de l'autre. Hein, d'ailleurs, vos deux stands sont côte à côte. Exactement, on est Voilà, comme ça, vous pourrez leur faire une visite d'une pierre deux coups et leur poser des questions que peut-être que vous avez toujours à leur poser. OK, donc on peut les libérer. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. On peut les applaudir. Voilà. L'après-midi n'est pas terminé. Il nous reste encore une belle intervention à entendre, à écouter, avec Fabrice Pelletier, designer en packaging, expert du Made, sur la question des emballages. Alors, normalement, on devait commencer à -10, il est presque -5. On va se laisser quand même 5 minutes de pause, et je vous propose de nous retrouver ici à 17h pour cette dernière intervention, donc dans 6 minutes. Merci.